Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler de Voyage au bout de la nuit. Il s'agit d'un roman de Louis-Ferdinand Céline, publié en 1932. Notre vie est un voyage, dans l'hiver et dans la nuit, nous cherchons notre passage, dans le ciel où rien n'est lui. Ferdinand Bardamu, 20 ans et étudiant en médecine, rencontre, à la place Clichy, Arthur Ganat qui est un autre étudiant. Ils entrent dans un café. Arthur et Bardamu remarquent que rien ne change, puisque les gens ne se promènent que lorsqu'il ne fait ni trop chaud, ni trop froid. Selon Bardamu, il n'y a pas de race française. Ce sont seulement des personnes qui se sont retrouvées sur le territoire pour une raison ou pour une autre. Pour lui, leurs pères étaient les mêmes que dans la médiocrité. Il ne croit pas non plus en l'amour. Arthur qualifie son ami d'anarchiste. Bardamu a écrit une prière vengeresse et sociale qu'il veut lire à son ami. Arthur dit qu'il serait capable de s'engager pour défendre sa patrie. Bardamu a une mauvaise opinion sur la guerre. Il compare les soldats à des galériens et les chefs aux maîtres du bateau qui sont sur le pont et qui passent du bon temps. Les galériens sont forcés d'aimer la patrie. Devant le café, un régiment passe. Sans raison précise, Bardamu entre dans le régiment. Les civils encouragent les soldats, mais ils s'en abstiennent une fois que la pluie tombe. Bardamu a envie de s'en aller, mais il est trop tard. Les soldats montent à cheval, puis sans doute par économie, ils vont à pied. Bardamu et son colonel se trouvent au milieu d'une route. Deux soldats allemands sont en train de leur tirer dessus. Bardamu ne comprend pas pourquoi on lui tire dessus, car il n'a rien à reprocher aux Allemands et les Allemands n'ont rien à lui reprocher. Étrangement, les balles ne tuent ni Bardamu ni le colonel, mais seulement les autres soldats. Lorsque Bardamu décrit son colonel, il passe d'un homme à la bravoure stupéfiante à un monstre qui n'est pas capable d'imaginer sa mort. Bardamu a l'impression d'être le seul lâche parmi une foule de fous héroïques. Il voit l'horreur de la guerre qu'il n'imaginait pas quand il était à Paris. Le colonel reçoit des messages du général des entrailleux qui doivent le pousser à continuer de faire la guerre. Bardamu pense qu'il aurait été mieux en prison pour vol, mais qu'il est maintenant trop tard. Il se rend compte que la guerre fait battre entre des gens qui ne se connaissent même pas et qu'on ne peut pas dire quand la guerre finira. Bardamu veut parler à son colonel du fait de mettre fin à la guerre, mais un cavalier à pied arrive. Le messager dit que le maréchal des logis Barousse est décédé, mais le colonel n'en a rien à faire. Quelques instants plus tard, le cavalier à pied et le colonel sont retrouvés morts à cause de l'explosion d'un obus. Bardamu retourne au campement. Il se dit que si tous ses camarades meurent, il rentrera à Paris, et sous les triomphes. Il voudrait vivre une longue vie. Bardamu ne peut pas fuir, car si les gendarmes le pincent, il sera fusillé. Contrairement à son colonel, Bardamu est capable d'imaginer la mort. Bardamu trouve un avant-poste. Il annonce la mort du colonel, mais tout le monde s'en fiche. On l'envoie chercher de la viande avec deux autres camarades. En voyant la viande d'animaux, que l'on a récemment dépecée, Bardamu en devient malade. Bardamu devient brigadier. Il est agent de liaison, avec d'autres hommes auprès du général des entrailleux. C'est un général que l'on installe dans un village dans lequel il n'y a pas de troupes. Dans le cas contraire, on fait bouger les troupes pour laisser le village au général. Alors que Bardamu et ses compagnons ont travaillé la journée pour le général, le commandant Pinson les envoie durant la nuit à la recherche d'un village nommé Barbany. Les hommes ne savent pas où se situe le village.
Le commandant leur indique une direction dans la nuit. Bardamu a l'impression que ce commandant les mène au suicide. Ce n'est pas la première fois que Bardamu et ses collègues sont envoyés dans des endroits qu'ils ne savent pas situer. Il leur arrive quelquefois de trouver par hasard l'emplacement, mais bien souvent, ils ne le trouvent pas. Il rentre alors au régiment le matin venu. Bardamu déteste ce commandant, qu'il aimerait lancer au requin, tout comme son cheval, qui même blessé est encore monté. Au bout de 4 semaines de guerre, Bardamu se dit fatigué et malheureux. Les soldats sont tracassés jour et nuit par les gradés. Bardamu est épuisé, mais il doit cavaler la nuit dans le noir, avec des collègues, qui lorsqu'ils lui parlent lui répètent sans cesse la même chose. Sans surprise, ni Bardamu, ni ses camarades ne trouvent le village de Barbany. Ils rentrent au matin, et apprennent que le général a mal dormi, à cause de ses problèmes de vessie. Dans la nuit, Bardamu et les autres soldats regardent les villages en feu, ce qui est pour eux un spectacle joyeux. Ils profitent de ces temps de nuit, où ils sont dehors pour pouvoir dormir. Les civils partent dans un sens, tandis que l'artillerie va dans l'autre sens. Pour remonter le moral des troupiers, certains d'entre eux sont fusillés. Les troupes remontent vers le nord. Après qu'un lieutenant ait dit avoir tué 2 Allemands, Bardamu et quelques hommes sont envoyés sur le lieu du combat, afin de savoir où le reste de l'armée allemande se situe. Bardamu a un nouveau chef nommé le capitaine Ortolan, qui est un homme sec, nerveux et cocaïnomane. Alors qu'au début de la guerre, les soldats avaient quelques moments de répit, maintenant il est beaucoup plus difficile de trouver du temps libre. Bardamu préfère maintenant la nuit, alors qu'il en avait peur. Par la suite, même les nuits ne restent plus tranquilles. Les soldats doivent continuer de travailler la nuit, par exemple en portant de la nourriture que les fourgons font venir aux différentes escouades. Bardamu souhaite la mort des fourgons, pour pouvoir dormir tranquille. Dans les villages abandonnés, le mobilier cassé sert à faire du feu. Des hommes volent des choses insignifiantes pour se donner à croire qu'ils vont vivre encore longtemps. Le capitaine Ortolan confie une mission à Bardamu qui est de se rendre à Noirceur-sur-la-Lys, pour savoir si les ennemis y sont. Il est envoyé seul. Bardamu compare le général des entrailles aux Aztèques qui sacrifiaient des personnages pour leurs dieux. Il pense que ce serait bien s'il devenait un prisonnier, mais pense qu'il a plus de chances de recevoir une balle. Sur le chemin, comme il voit une lueur, il cogne à une porte. Bardamu se fait passer pour un dragon français. Une femme lui apprend que des dragons allemands sont passés il y a peu, qu'ils ont mis le feu à une maison, et qu'un petit garçon est mort. Bardamu leur achète une bouteille de vin 5 francs. Les dragons allemands ont apparemment pris toutes les bouteilles de mauvais vin. Ils sont repartis à Noirceur. En regardant de loin la ville de Noirceur, Bardamu rencontre un homme. C'est un réserviste qui voulait se rendre aux Allemands. Cet homme s'appelle Robinson Léon. Son régiment vient d'être tué par le régiment de Bardamu. Tout comme Bardamu, Robinson déteste la guerre et ne comprend pas la guerre, car les Allemands ne lui ont rien fait personnellement. Il déteste les conflits. Suite à la mort de son capitaine, il s'est débarrassé de ses armes, car il a pensé qu'ainsi, il serait plus facilement fait prisonnier. Bardamu et Robinson avancent dans Noirceur, afin de se faire arrêter. Le maire de la ville va au-devant d'eux, il attendait les soldats allemands. Bardamu et Robinson sont éjectés hors de la ville. Bardamu marche avec Robinson. À la maison du pasteur, il rencontre un homme mort sur un matelas. Robinson demande s'ils se reverront. Bardamu a du mal à se projeter, ne serait-ce qu'à la nuit suivante. Bardamu est à l'hôpital, car il a été blessé. Il a reçu une médaille. À l'Opéra Comique, il rencontre Lola qui vient d'Amérique. Il s'agit d'une infirmière venue aider la France. Bardamu n'a pas d'élan du cœur à cause de la guerre, mais il a un élan du corps. Lola est logée à l'hôtel Paris. Elle confectionne des beignets pour les hôpitaux de Paris. En réalité, elle les fait faire par d'autres. Elle goûte les pâtisseries avant de les envoyer, ce qui lui fait prendre du poids. Elle prend 2 livres, ce qui est une catastrophe pour elle. Lola s'intéresse à la guerre, alors que Bardamu voudrait que Lola lui parle de l'Amérique. L'un a connu la guerre, l'autre pas, ce qui crée entre eux un gouffre que le sexe ne parvient pas à combler. Afin de ne plus prendre de poids, Lola fait goûter les beignets à Bardamu, ce qui évite l'effondrement du couple. Lola trompe Bardamu. Pour qu'elle perde du poids, Bardamu est obligé de suivre Lola en promenade, alors qu'il n'aime pas faire de longues balades. Au bois de Boulogne, elle se confie sur sa vie en Amérique. Au champ de course, elle demande à Bardamu de lui décrire l'endroit tel qu'il était avant la guerre. Bardamu s'exécute alors qu'il n'a jamais fréquenté les champs de course. Lola pense que si la guerre dure trop longtemps, elle sera trop vieille pour assister aux événements. Bardamu et Lola continuent de marcher. Ils arrivent au kiosque, où une dame se plaint, car presque plus personne ne passe par ici.
Au stand de tir des nations qui est maintenant vide, Lola lui demande s'il tire bien. Il dit que c'est sur lui qu'on tire. Ils vont ensemble au restaurant. Bardamu a un coup de folie. Il pense que les dîneurs vont se faire tirer dessus. Son délire s'étend à toutes les personnes qu'il rencontre. Bardamu est embarqué par les gendarmes. Bardamu est mené à l'hôpital. Il est devenu fou à cause de la peur. Alors que certains veulent le fusiller, d'autres veulent l'enfermer. Il est mis en observation dans un ancien lycée, afin de vérifier l'état de son patriotisme. Le destin de Bardamu sera soit la mort, soit le front, soit l'asile. La concierge a des relations avec les malades, et donne ensuite les informations recueillies au médecin-chef. Elle tente de piéger Bardamu en lui proposant un livret de famille d'un père avec 6 enfants. Dans ce lieu, règne un sentiment de malaise, ce qui pousse certains à dire la vérité sur une maladie qu'ils se seraient inventée. Lola vient rendre visite à Bardamu. Il lui dit qu'une fois mort, il aimerait mieux être enterré qu'incinéré, car son corps a une possibilité de revivre. Lola se rend compte que Bardamu est un lâche. Il dit refuser la guerre, ce que ne parvient pas à comprendre Lola. Il dit que les soldats de la guerre de 100 ans sont morts pour rien, puisque Lola est incapable de citer un nom. Il sait que cette guerre sera aussi oubliée. Lola le quitte. Bardamu retrouve Princhard, qui est son voisin de lit. Princhard est rappelé auprès de l'armée. Puisque la guerre a absolument besoin d'hommes, on accepte de passer outre son vol de conserve. Il est poussé à retourner se battre, sous couvert de l'honneur de la famille. Il ne se fait pas d'illusions, et sait que l'avenir du soldat est la mort. Il dit se méfier du moment où les grands s'intéressent au peuple. Le peuple est plus en sûreté quand les grands s'en désintéressent. Il y a eu un embrigadement des idées avec le catéchisme et avec les journaux. Sous couvert de bonne action en apprenant au peuple à lire et en donnant le droit de vote, les élites ont en réalité poussé les personnes à se battre volontairement lors de la guerre. Le patriotisme a remplacé la religion après la Réforme. Les pacifiques sont torturés et n'auront pas le droit au monument communal. Princhard est appelé par le médecin-chef, Bardamu ne le revoit plus. Bardamu ne sait pas ce qu'il est advenu de Princhard et ne cherche pas à le savoir. Lui et d'autres personnes sortent à l'Olympia, puis rendent visite à Madame Hérotte, la lingère gantière libraire, où ils y cherchent l'amour. L'activité de cette femme sera la source de sa fortune, d'autant plus qu'on lui a retiré ses ovaires. Un commissaire-priseur qui est d'abord son client, devient son ami et place l'argent de cette femme en Hollande. Le magasin est également un lieu de rencontre que Madame Hérotte monnaie. Elle unit et désunit les couples avec joie. Bardamu s'attache à une des amies d'Hérotte appelée Musine. Alors que les autres commerces périclitent, celui de Madame Hérotte prend un essor. Elle reçoit des lettres anonymes des autres commerçants, qui ne lui font guère d'effet, et elle en envoie à des personnes haut placées. Bardamu a connu Musine, alors qu'elle jouait du violon aux variétés. Il n'est pas le seul à la courtiser, car elle plaît à des militaires et aux Argentins. Bardamu traîne dans les maisons des clients de Musine, tant qu'on le prend pour un maquereau. Il a encore une convalescence de 2 mois, et on parle de le réformer. Il s'installe à Billancourt, avec Musine qui continue son activité. Elle revient de moins en moins souvent à la maison. Elle travaille également aux armées d'où elle revient avec un brevet d'héroïsme, ce qui lui apporte encore plus de succès auprès des Argentins. Elle invente des incidents de guerre. Bardamu se rend à l'office des Argentins pour l'attendre, où il se rend compte que ce n'est pas elle qui joue du piano. Elle ne le retrouve qu'au matin. Bardamu étant pauvre ne peut pas rivaliser avec les Argentins qui eux sont riches. Bardamu est en même temps amoureux, et en sursis de mort, car ses semblables l'attendent pour continuer la guerre. Les journaux appellent tous les combattants possibles, afin de gagner la guerre. Musine désire qu'il rejoigne le front. À la moindre alerte, Musine prend peur, et comme les autres, elle veut se cacher dans des caves. Bardamu refuse de se cacher sous terre. Il ne reverra pas Musine. Alors que d'autres réintègrent des régiments, Bardamu est envoyé dans un autre hôpital, dans un bastion de Bicêtre. Le service est dirigé par le professeur Bestombe, qui est entouré de ses infirmières. Le but du médecin-chef est de renvoyer les malades à la guerre. Comme dans l'autre hôpital, les soldats blessés sont sur la sellette. Ils partagent le bastion, avec les vieillards de l'assistance publique, ces derniers ne les aiment pas, ce qui ne les empêche pas de leur quémander des choses. Le professeur soigne les soldats à coups de décharge électrique. Bardamu partage sa chambre, avec le sergent Branledor, qui est réellement malade physiquement. Lorsqu'un médecin ou une infirmière passe par là, Branledor fait exprès de montrer du patriotisme. Tous les malades font de même, ce qui les amène à avoir le droit de recevoir quelques visites. Bardamu décide tout de même de confier au professeur son manque de bravoure. Pour le professeur, c'est un signe de convalescence morale. La psychiatrie connaît mieux l'homme depuis la guerre qui est révélatrice de l'esprit humain.
Le patriotisme provient du fait qu'il y ait plus d'altruisme que d'égoïsme chez une personne. Selon lui, sa thérapie par l'électricité amène une hausse du patriotisme. La mère de Bardamu vient voir son fils. Cette visite n'amène rien du tout à Bardamu. Ensemble, ils se promènent dans la ville concernée par la pauvreté, dont l'alcool ne suffit pas pour évaporer les soucis. Comme les autres, sa mère le pousse à retourner à la guerre. Elle rend les petites gens responsables de leur misère. Elle ne reconnaît les misères que si elles ressemblent à la sienne. Bardamu n'a pas de nouvelles de Lola et de Musine. Puisque la thérapie du docteur semble fonctionner, les malades reçoivent des visites de gens haut placés. Une comédienne vient le voir. Elle plaît à Bardamu. Elle lui demande ses actions lors de la guerre. Bardamu en invente. Elle souhaite qu'un poète mette envers son récit. Cet intérêt envers Bardamu active la jalousie de Branle-d'Or. L'hôpital est invité au récital qui a lieu à la Comédie Française. Bardamu se rend compte que le poète a encore magnifié son histoire. Des malades veulent se faire passer pour le héros de l'histoire à la place de Bardamu. Finalement l'hommage revient à Branle-d'Or. Lorsque Bardamu rejoint la loge de l'actrice, il la voit en compagnie du poète. Bardamu en sort vexé. C'est la troisième femme que Bardamu se fait souffler. Il a besoin d'argent. Il se souvient de son ancien patron appelé Roger Putat, qui est bijoutier de la Madeleine. Bardamu nettoyait l'argenterie et sortait les chiens pour 40 francs. En temps de guerre, Putat reçoit énormément de commandes de bijoux. Madame Putat s'occupe de la caisse. Monsieur Putat va voir les filles de Joie, sa femme est stérile. Bardamu avait pour collègue Jean Voireuse, qui au lieu de prendre le métro faisait ses courses à pied et mettait l'argent du ticket dans sa poche. Jean rend visite à Bardamu au fort de Bicêtre. Il décide d'aller voir Monsieur Putat pour avoir de l'argent. Monsieur Putat se plaint du fait qu'il a fallu faire le service de nuit durant 2 ans. Il a fait abattre ses bergers allemands et a pris des chiens écossais. Monsieur Putat congédie Jean et Bardamu et leur donne 20 francs. Jean invite Bardamu à le suivre auprès de la mère d'un copain qui est mort à la guerre après l'explosion d'un obus. Il raconte à cette femme des histoires de son fils et contre cela, elle lui donne de l'argent. Quand ils sont devant la maison, un homme vient vers eux. Il s'agit de Robinson. Il annonce la mort de la femme qui a mis fin à ses jours par pendaison. Il s'agit de la marraine de Robinson. Avec leur argent, les 3 hommes se paient un dîner et des verres. Cependant, ils n'ont pas assez d'argent pour une fille. Les 3 hommes se séparent. Bardamu rencontrera plusieurs fois Robinson. Jean finira sa vie dans un sanatorium après avoir respiré du gaz lors de la guerre. Lesuy ne s'intéresse plus au cas de Bardamu. Ce dernier veut partir pour l'Afrique. Il embarque sur un vieux bateau nommé l'amiral Bragton. Des personnes pensent que Bardamu pourra se faire rapidement une situation aux colonies. Quand les passagers sont encore en Europe, tout va bien. Après avoir passé le Portugal, la chaleur fait que les passagers vont tous au bar. C'est à ce moment-là que l'on voit le vrai visage des Blancs rempli de cruauté. Bardamu est le seul à avoir payé son voyage. Les autres passagers sont des militaires et des fonctionnaires en activité. Bardamu devient objet de suspicion auprès des autres qui finissent par penser que Bardamu s'enfuit après avoir commis un forfait. Il devient le saligo ou l'immonde. Il passe beaucoup de temps enfermé dans sa cabine. Le voyage semble très long. On veut balancer Bardamu à la mer, lui mettre des gifles, ou l'écraser comme une limace. Le centre de la haine est une institutrice qui revient au Congo. Bardamu ne peut plus se rendre au cabinet, et se soulage à travers le hublot. Il sort tout de même de sa cabine, pour aller dîner, car il a faim. Un capitaine l'empêche de retourner, dans sa cabine et le mène sur le pont. Le capitaine Frémison lui reproche sa conduite, depuis qu'il est monté sur le bateau. Bardamu met en avant son rôle durant la guerre et la fraternité avec les officiers. Ce n'est que lorsqu'il crie vive la France que le capitaine Frémison renonce à le gifler. Bardamu finit par boire au bar avec les officiers. Il leur demande leurs histoires de bravoure coloniale. Chacun est heureux de lui inventer une histoire et Bardamu fait exprès d'en être admiratif. Le capitaine Frémison se met même à considérer Bardamu. Après que les convives se soient endormis, Bardamu décide de se faire la malle. Il arrive à Bambola-Fort Gono. Les différents groupes se haïssent entre eux. Le gouverneur est tout-puissant, les fonctionnaires remarquent qu'ils se sont fait avoir en venant ici, et les commerçants sont encore plus rapins qu'en Europe. Les commerçants augmentent les prix des apéritifs, et ils expliquent cette hausse par le besoin de glace dans les boissons. Le gouverneur parvient tout de même à former ses troupes avec des miliciens miteux et des locaux endettés.
La ville possède les magasins d'Europe, mais la vie semble plus difficile à cause du comportement des habitants et des moustiques qui agissent la nuit. La vente de ces charmes y est très facile. Un directeur recherche un employé débutant pour tenir une de ses factories dans la brousse. Bardamu s'y présente. Car Bardamu ne fume pas, le directeur le prend pour un pédéraste. Le directeur fait venir le boy et se met à le frapper. De là où il est, Bardamu peut voir des locaux charger et décharger les bateaux, même des femmes avec enfants font ce travail. Bardamu sera envoyé à Bicomimbo, qui se situe à 10 jours d'ici. Il va remplacer un homme qui est soi-disant malade, et dont le directeur lui prévoit des projets obscurs. Une fois sur place, Bardamu devra faire un inventaire des marchandises. En attendant le départ pour Bicomimbo, le boy emmène Bardamu dans une maison inachevée. Il propose à Bardamu ses services, puis ceux de sa sœur. La maison est infestée de chauves-souris, de moustiques et de rats. Bardamu veut s'en aller, mais il n'a pas assez d'argent pour retourner en France, et il espère que la situation sera meilleure à Bicomimbo. Les personnes qui chargent et déchargent au port sont zélées et sont fervents de leur patron. Bardamu se rend compte que ses porteurs pourraient être un fils, comme sa mère aurait voulu en avoir un. Les travailleurs sont heureux de travailler pour un patron qui les paie 22 francs par mois. Le directeur a un plan d'escroquerie qui devrait l'amener à la fortune d'ici 2 ans. Cependant, malade de la syphilis, il a peu de chances qu'il y arrive. À l'apéritif, Bardamu rencontre un agent auxiliaire de l'administration appelé Monsieur Tanderneau. Il est chargé de diriger la construction de routes en pleine forêt qui disparaissent bien vite. Il est le seul à s'enrhumer dans cette ville. Bardamu et ses collègues de la compagnie Pordurière font un concours de fièvre. Celui qui a la plus forte fièvre a gagné le concours. On emmène Bardamu rendre visite à un tenancier d'un comptoir. Ce dernier a des problèmes oculaires et a une maladie de peau appelée le corocoro. Une famille d'indigènes vient le voir et veut vendre du caoutchouc. Le tenancier ne passe que quelques pièces à l'homme. Il se moque de l'indigène, profitant du fait qu'il ne sache pas parler la langue de la ville. Le tenancier lui reprend les pièces et lui donne un mouchoir vert. Les indigènes partent sans rien comprendre à ce qu'il vient de leur arriver. À la compagnie Pordurière, les Blancs travaillent seuls sans avoir besoin de stimulation, alors que les locaux ont besoin de coups de trick. Les puissants d'autrefois n'allaient pas, si loin que ceux d'aujourd'hui, qui appellent leurs nouveaux esclaves monsieur, leur donnent le droit de vote, et les mènent à la guerre. Sous le contrôle du patron, Bardamu numérote les sacs et truque les pesées. Le patron lui fait remarquer les changements depuis 30 ans. Les locaux sont passés d'un peuple cannibale, à un peuple que l'on arnaque pour la main-d'œuvre et des cacahuètes et du caoutchouc. Le directeur parvient à extorquer bien plus que tous ses employés réunis, qui s'en donnent pourtant à cœur joie. Selon Bardamu, le seul endroit désirable est l'hôpital. Pour pouvoir y entrer, sa vocation est de devenir malade. Le soir, les Blancs cossus se rendent à la pagode où ils peuvent s'envoyer la patronne. Auprès d'elle, Bardamu apprend que les femmes sous les tropiques ont leurs règles durant 3 semaines. Bardamu tente de savoir plus sur l'employé qu'il va remplacer, mais personne ne lui dit rien de concret. Il veut tomber malade pour être rapatrié ici, une fois qu'il sera en forêt. Malheureusement, il apprend qu'on ne reste pas longtemps à l'hôpital avant d'être renvoyé à la brousse. S'il meurt, il sera transporté à l'église de Fort Gono, où il fait encore plus chaud. À l'apéritif, Bardamu en apprend plus sur le gouverneur, sur les vols d'objets possibles et impossibles, sur les rapports, et sur la crapulerie du directeur. Bardamu monte sur le Papauta qui est le bateau qui va l'emmener à son poste. Comme lors du précédent voyage, le bateau voyage lentement. Bardamu arrive à Topo. Il rencontre le lieutenant Grappa et son serviteur le sergent Alcide. Le lieutenant a aucun mal à recruter des miliciens, qui selon eux sont gâtés. La milice est entraînée par Alcide, mais faute de matériel, elle ne fait que mimer les gestes. Bardamu reste 2 semaines à Topo. Grappa s'occupe du tribunal d'audience. Aujourd'hui est jugée une affaire dans laquelle une fille n'a pas été donnée à son mari, alors que la dot a été versée. En guise de punition, le père de la mariée reçoit 20 coups de chicotte. Sanguinolent, le vieil homme est emmené ailleurs par la foule. Grappa juge encore 2 autres affaires. Le lieutenant ne comprend pas pourquoi les indigènes reviennent vers lui pour se faire juger, et il est agacé par le fait qu'il leur raconte leurs histoires. Un indigène vient pour recevoir des coups de chicotte, mais il est en retard. Grappa ne lui donne pas ce qu'il veut. Bardamu revient vers Alcide. Les miliciens dépensent toutes leurs soldes dans le tabac vendu par Alcide. Ils ne vont même plus chercher leurs soldes, ce qui pose des problèmes, pour récolter l'impôt. Bardamu pense qu'Alcide doit cacher son paquet d'argent quelque part. Dans une boîte dans laquelle Alcide met son matériel pour écrire, Bardamu découvre une photo. Il s'agit de la nièce orpheline d'Alcide. Ce dernier l'a fait élever chez les bonnes sœurs à Bordeaux. La pension coûte cher, et il ne pourra pas l'avoir avant 6 ans.
Bardamu se demande si le village de Topo existe encore aujourd'hui. Il se rend à son poste de travail en pirogue, puis il marche dans la forêt. Il trouve une case encore plus miteuse que celle de Fort Gono. L'ancien employé trouve qu'on est mieux ici qu'à la guerre, car on peut dormir tant qu'on veut, il n'y a pas de balles et pas de canon. L'eau est vaseuse, et l'employé est obligé de manger sans cesse les mêmes boîtes de conserve. La journée, on est dérangé par la chaleur, et la nuit par le bruit des animaux ou du tam-tam du village voisin. En ce qui concerne le commerce, l'employé préconise de les voler, avant que les locaux les volent. Il dit que les indigènes le volent la nuit pendant qu'il dort. Bardamu ne pourra pas faire l'inventaire demandé par le directeur. L'employé conseille de dire au directeur qu'il n'y a plus de marchandises, et de se moquer de la compagnie qui les prend de toute manière pour des voleurs. L'homme lui laisse quelques marchandises et 300 francs, ainsi que ses garçonnets domestiques. L'homme s'appelle Robinson. Bardamu essaie de se rappeler où il a vu cet homme. Avec la nuit, viennent les différents bruits d'animaux et des tam-tams. Alors que Robinson doit dormir, Bardamu se souvient qu'il s'agit du Robinson de Noirceur sur le lys. Bardamu l'appelle, mais il remarque que Robinson est parti avec la caisse. Après avoir mangé un poulet que Robinson lui a laissé, Bardamu tombe malade. Des indigènes squattent son magasin. Bardamu a peur du moment où il faudra rendre ses comptes à la société porturière, car il se méfie de la loi qui est défavorable aux pauvres. Il reste volontairement malade pour ne pas avoir à faire face à ce souci. Bardamu n'a plus d'allumettes, et apprend comme le cuisinier à allumer le feu avec 2 pierres. À cause des pluies, la casse se délabre de plus en plus. Bardamu finit par y mettre le feu. Il part avec quelques affaires. Bardamu est transporté dans la forêt en civière portée par les indigènes. La fièvre lui donne des hallucinations. En chemin, il rencontre un Espagnol qui est lui aussi dans une case miteuse, et qui doit combattre les fourmis rouges. Bardamu donne des boîtes de cassoulet à l'Espagnol qui ne mange que des boîtes de tomates depuis 3 ans. Bardamu est mené à Santa Peta auprès d'un curé. À demi conscient, Bardamu est transporté en mer. Il a été vendu à une galère nommée Infanta Combita. Le capitaine l'a acheté en pensant que l'air de la mer allait le revigorer. Quand Bardamu va mieux, il rame avec les autres. Il pense que Robinson est à bord, mais il ne le trouve pas. Il songe que les indigènes ont dû aussi amener Robinson au curé, qui l'a revendu à une galère. Bardamu et ses compagnons arrivent à New York, qui est la ville debout. Il pense à offrir ses services qui consistent à compter les puces. Bardamu et les galériens sont mis en quarantaine. Ses collègues veulent rester sur la galère. Bardamu adore les États-Unis, alors que ses collègues ont ce pays en aversion. Les galériens essaient de convaincre Bardamu de repartir avec eux. Bardamu se sépare d'eux. Pincé, Bardamu est emmené auprès du directeur de la quarantaine. Bardamu met en avant son don pour compter les puces et en faire des statistiques. Le surgeon général l'envoie à Elia Island travailler pour M. Michif comme compus. Bardamu fait du bon travail et est heureux de vivre dans cet endroit. Suite à la promotion d'un employé, Bardamu est muté à New York. Bardamu veut faire attention à ne pas se faire remarquer, mais personne ne fait attention à lui. Il se déplace dans New York à pied, et parvient au quartier de Manhattan, qui est un lieu où ne circulent pas de voitures, mais seulement les piétons. Il entre dans une banque, et voit que les employés sont tristes et mal payés. Il parvient à un square, et s'assoit sur un banc où il voit de belles femmes, qui lui font penser à Lola. Car un policier le trouve louche, Bardamu quitte son banc. Il arrive dans des toilettes, qui se situent sous terre. Il entre ensuite dans un hôtel appelé le Lowe Calvin. À l'entrée, se trouvent de nombreuses femmes, qui attirent l'attention de Bardamu. Il demande à avoir la chambre la plus petite. Un garçon l'emmène dans l'hôtel qui semble immense. La chambre est une grande boîte, qui tremble lors du passage du métro aérien. Il observe les gens d'en face, qui mènent une vie docile, les femmes et les hommes ne se parlant pas entre eux. Voir ça, donne envie à Bardamu de sortir. En sortant de sa chambre, Bardamu rencontre d'autres femmes, mais il ne tente rien, car il a peur de finir en prison. Dehors se trouve une autre sorte de foule, que tout à l'heure, ainsi que des néons. Il entre dans un cinéma, pour voir un film cochon. Il rentre à l'hôtel où le portier ne lui rend pas son bonsoir. Bardamu est prêt à s'endormir. Bardamu souffre de la solitude, ce qui lui casse son entrain. Il pense que les galériens ont eu raison de lui reprocher son choix de rester dans ce pays. Son seul remontant est le cinéma.
Ses économies diminuent peu à peu. Il pense à demander de l'argent à Lola. Il souhaite retrouver Robinson, qui, il en est sûr, a dû mieux se tirer d'affaire que lui. Il dépense ses 3 derniers dollars dans un restaurant. Bardamu comprend que l'endroit est très éclairé, car les clients sont une publicité vivante pour les passants. Il repère une serveuse. Ne supportant plus sa solitude, Bardamu lui demande de se marier avec lui. Un garde le met dehors. De retour dans sa chambre, Bardamu crie au secours, mais tout le monde s'en moque. À cause de son manque d'argent, Bardamu veut revoir Lola. Il finit par la retrouver. Auparavant, il se requint grâce au cinéma. Bardamu parle à Lola de la guerre, mais elle ne veut plus en entendre parler. Elle a vieilli lui aussi. Il aurait voulu soutirer des informations sur Lola de la part de la concierge, mais il n'y a pas de concierge. Il est pris d'un dégoût pour Lola et pour Musine. Elle lui demande ce qu'il pense de son Amérique. Il ne lui répond que du mal. Il lui demande de l'aider pour trouver un travail, mais elle ne connaît personne qui pourrait l'aider. 4 femmes viennent rendre visite à Lola. Elle montre à Bardamu ce qu'elles savent de l'Europe, et il leur dit ce qu'ils pensent réellement de l'Amérique. Elle parle des maisons clos parisiennes, et à propos de mariages d'enfants sur lesquels elle touche des commissions. Les amis s'en vont. Lola s'en va en ville, elle autorise Bardamu à l'attendre chez elle. Bardamu parle avec le serviteur qui lui montre une bombe. Bardamu apprend que Lola possède plusieurs éléments qui témoignent de sa richesse. Lola revient. Elle demande à Bardamu s'il n'a pas un enfant quelque part qu'elle pourrait adopter. Lola l'emmène auprès d'un enfant qui est son protégé, mais elle est gênée par la mère. Le garçon fait des pas de danse auprès de Lola, qui pense à le présenter au théâtre du Globe. Au moment de partir, Lola donne des billets à la mère. Ce garçon n'est pas tout à fait ce qu'elle recherche. Apprenant que Bardamu n'a pas d'argent pour dormir quelque part, Lola le fait entrer chez elle pour lui donner de l'argent. Il lui demande des nouvelles de sa mère. Elle a un cancer du foie et pense qu'un traitement coûteux pourra lui sauver la vie. Bardamu dit que le cancer du foie ne peut pas se guérir. Lola est triste. Elle le traite de tous les noms. Il lui dit que le cancer est héréditaire. Elle lui donne 100 dollars et lui demande de partir. Bardamu se rend à Détroit pour trouver du travail facilement. Il se rend chez Ford qui recherche du personnel. L'entreprise est prête apparemment à embaucher n'importe qui. Lors de la visite médicale, l'infirmier remarque que Bardamu est mal foutu, mais cela n'est pas gênant pour obtenir le travail. Il ne faut pas que Bardamu parle de ses études, car ici on pensera à sa place. Dans l'usine se trouvent énormément de machines, qui vibrent et font du bruit. L'homme est au service des machines, et doit effectuer des petites tâches répétitives. Bardamu n'y parvient pas. Il est transféré au chariot. Après le travail, le bruit et l'odeur des machines ne s'arrêtent toujours pas dans sa tête. À l'usine, il n'y a pas de relation entre les collègues, si bien que Bardamu désire toucher un vrai corps. Il obtient l'adresse d'une maison. Il devient un habitué, et s'y refait une âme. Il a sa préférée qui s'appelle Molly, et qui gagne 100 dollars par jour, alors qu'il n'en gagne que 6. Lorsqu'elle lui donne 50 dollars, il va s'acheter un complet neuf. Molly lui conseille d'abandonner l'usine, et de prendre un emploi de bureau. Bardamu pense qu'il est trop tard pour lui pour changer. Il veut retourner en Europe, Molly tente de le retenir en faisant des projets. Bardamu ne peut pas s'empêcher de s'enfuir de partout à la recherche de quelque chose. Grâce à son argent, Molly veut le lancer dans une vocation. Bardamu ne se rend plus à l'usine. Quand il y revient, il apprend qu'on l'a remplacé par une machine. Au consulat, Bardamu demande des nouvelles de Robinson, mais personne ne connaît cet homme. Alors que Bardamu a laissé Molly à des clients, il rencontre Robinson dans le tramway. Robinson est nettoyeur de bureau la nuit. Il est arrivé en cargo ici, et non dans une galère. Il a essayé d'être embauché chez Ford, mais ses papiers étaient trop faux. Bardamu veut retourner en France et Robinson aussi, mais il a besoin de papiers plus véridiques. Bardamu dit à Molly qu'il va repartir en France. Molly tente de lui expliquer qu'il lui faudra travailler en France, et non plus passer son temps à rêvasser pendant qu'elle travaille. Il veut finir ses études en France. Il quitte Molly sur un quai de gare. Bardamu est de retour à Paris et vit de petits boulots. Il réussit ses examens de médecine. Il se ouvre son cabinet à la Garenne-Rancy, qui se situe dans la banlieue parisienne. Il est en concurrence avec d'autres médecins, si bien qu'il a peu de clients. Le tramway semble avaler les travailleurs. La ville n'a pas accès au soleil. Bardamu rencontre Bébert qui est le neveu de la concierge, qui remplace sa tante dans la loge. Comme lui, Bardamu a des puces, qu'il a attrapées auprès des malades.
Bébert regrette que ce ne soit pas Bardamu qui ait soigné l'homme qui a eu la gorge coupée avec un rasoir, car il aurait pu tout raconter à la tante. Cette dernière entre de ses commissions. Elle donne des consultations médicales, car elle a autrefois servi un dentiste. Elle demande de l'aide à Bardamu pour que son neveu arrête de se toucher. Bardamu lui prescrit un sirop antivice. Comme tant d'autres, la tante ne paie pas la consultation, ce qui provoque de la haine à l'encontre de Bardamu de la part de ses clients gratuits. Bardamu conseille à la tante de promener Bébert au cimetière, le dimanche car c'est un lieu où il y a moins de poussière, et moins de gens. La tante dit à Bardamu d'aller voir Madame Enrouille. Bébert l'accompagne. Après 50 ans, les Enrouilles ont fini de payer leur pavillon. Ils ont pour cela fait des économies de bout de chandelle, et ne se sont offert aucun plaisir. Ils ont peur que leur fils perde tout dans le commerce à cause de mauvaises affaires. Le mari a des acouphènes. Il n'a peur pour sa santé que, depuis que la crainte des échéances de la maison a disparu. Madame Enrouille veut se débarrasser de sa belle-mère, pour faire des économies. La belle-mère loge dans un réduit au fond du jardin, et est méfiante avec tout le monde, et surtout avec sa belle-fille. Madame Enrouille veut la placer chez les sœurs de Saint-Vincent. Le couple a fait appel à Bardamu pour qu'il fasse interner la belle-mère. Il remarque que contrairement à ce que Madame Enrouille dit, la belle-mère n'est pas folle. La vieille femme ne veut pas aller chez les sœurs. Le mari pense à louer le pavillon, lorsque sa mère ne sera plus là. Bardamu pourrait obtenir 1000 francs contre un certificat d'internement. La belle-mère vient dans la cuisine, et a des propos durs envers Bardamu qui s'en va. Bébert indique à Bardamu qu'il faut se rendre maintenant, chez des habitants de leur immeuble. Une jeune femme a raté son avortement et saigne abondamment. Sa mère ne veut pas d'un transport à l'hôpital. Elle ne pense qu'à sauver l'honneur de la famille. La mère n'arrête pas de se plaindre. Bardamu s'en va. La mère lui donne 20 francs, et lui demande de ne pas parler de cette histoire. La tante de Bébert attend Bardamu, afin de recevoir sa commission. Le temps passe, et Bardamu n'a que peu de clients qui le payent. Il est obligé de vendre ses affaires. Par manque d'argent, il ne mange que des légumes secs, et ressemble à un tuberculeux. De son appartement, il voit ce qu'il se passe dans les arrière-cours. L'alcool rend violents les adultes envers les plus faibles. Devant sa fenêtre se trouve une famille particulièrement violente qui pourtant paraît normale, lorsqu'elle marche dans la rue. Une concierge conseille à Bardamu de faire avorter des femmes, ce qui lui fournirait du travail, et donc de l'argent. Bardamu revoit Robinson, et pour la première fois, ça ne lui fait pas plaisir. Bardamu est dégoûté de Robinson, et aussi des autres personnes. Il rechigne à aller voir ses malades. Il est appelé auprès d'une famille, pour soigner un fils naturel. Pendant l'auscultation, le petit se met à pleurer. Bardamu a un coup de folie. Il a des mots durs envers l'enfant, et se met à dire tout ce qu'il pense. L'enfant lui est retiré des mains et Bardamu est mis à la porte. Il ne s'inquiète pas de la réputation que cet acte pourrait lui causer, car elle est déjà bien bas. Il s'inquiète de Robinson, dont il n'arrive pas à se délivrer. Il a envie de partir de Rancy pour toujours. Le lendemain, Bardamu rentre tout de même à Rancy. Bébert a attrapé la typhoïde. La maladie dure des semaines. Bardamu n'est pas pris au sérieux, car c'est un médecin gratuit. Il essaie de soigner l'enfant, mais il n'y arrive pas. Bardamu téléphone à des praticiens pour avoir leurs conseils, mais ils sont inefficaces. Les voisins s'occupent de la tante éplorée en lui donnant de la nourriture. Bardamu se rend à l'Institut Bioduré-Joseph, afin d'avoir de l'aide. Le milieu des savants est aussi miteux que les autres. Il rencontre Serge Parapine, qui est un expert des maladies typhoïdes. Ce scientifique n'a rien fait d'extraordinaire, depuis qu'il a injecté la typhoïde à un vieil infirme. Serge Parapine n'est pas capable de lui donner des conseils pour Bébert. Cet homme déteste son travail, et déteste le secrétaire de l'Institut. Il ne garde son métier que pour manger. Alors qu'il ne croit plus en son travail, son bedeau l'admire. Il n'aime pas non plus Bioduré qui est pourtant imité par son bedeau. Il conseille à Bardamu de faire au mieux, pour soigner son malade. Parapine se plaint de l'augmentation exponentielle de chercheurs, dans son domaine dans tous les pays. Il pense à changer de champ de recherche, pour travailler dans un secteur où il y aura moins de concurrence. Il veut se focaliser sur le rôle du chauffage central sur les hémorroïdes. Bardamu et Parapine se rendent ensemble à un café.
Parapine remarque que les lycéennes ne sont plus là. Les deux hommes se séparent. Bardamu remarque que lorsqu'il est de l'autre côté de la Seine, il ne pense pas à ses problèmes de Rancy. Au lieu de rentrer, Bardamu traîne sur les berges. Une bouquiniste lui vend un livre de Montaigne pour 1 franc. Bardamu lit une lettre que Montaigne a adressée à sa femme suite à la mort d'un de leurs enfants. Montaigne lui avait transmis une lettre de Plutarque, qui lui-même consolait sa femme de la perte d'un enfant. Avant de rentrer, Bardamu passe par la place Blanche, où un cochon est en train de se faire embêter avant de se faire tuer. Bardamu revient dans son immeuble sans aller voir Bébert. Puisqu'il entend une femme sortir de l'appartement en pleurant, il pense soit que Bébert va plus mal, soit qu'il est déjà mort. Bardamu se rend compte qu'il n'est pas possible de se débarrasser de sa peine. Même si jeune, on parvient à la cacher, elle remonte lors de la vieillesse. Bébert est décédé. La belle-mère en rouille vient plusieurs fois rendre visite à Bardamu, afin de savoir s'il la croit folle. Un jour, la grand-mère console la tante de Bébert en parlant de toutes les personnes qu'elle a perdues. Dans la salle d'attente, se trouve la tante de Bébert, Bardamu, Robinson et la belle-mère en rouille. Robinson se plaint de son nouveau travail, dans les acides qui lui brûlent l'estomac et les poumons, et le font tousser. Selon Bardamu, Robinson guérira tout seul, à condition que Robinson quitte son travail. Robinson est souvent présent au cabinet, bien que Bardamu aimerait ne plus le voir. Un dimanche, tandis que Robinson et Bardamu se promènent, Robinson lui demande quel autre métier il pourrait faire pour ne plus travailler dans les acides. Bardamu pense que personne ne l'acceptera comme chauffeur à cause de sa tête. Robinson pense que Bardamu a un métier facile. Bardamu raccompagne Robinson chez lui. 2 drames ont lieu à la maison du commissariat. Bardamu doit s'en charger, car il est de garde. Il y a un cancéreux en fin de vie, et une femme qui a fait une fausse couche. Sur place, se trouve une sage-femme, qui ne fait que des sottises. Le cancéreux meurt rapidement. Le docteur Omanon reproche à Bardamu sa présence et touche les 20 francs à sa place. Bardamu décide de ne pas se laisser faire avec la femme à la fausse couche. Il a besoin d'avoir l'accord du mari, pour envoyer ou non la femme à l'hôpital. Le mari ne parvient pas à se décider. Bardamu s'en va. Le mari accompagne Bardamu. Ils vont ensemble dans un débit de boisson. En sortant, Bardamu voit Robinson avec des planches. Robinson veut fabriquer un clapier à lapin pour les enrouilles. Il sera payé 100 francs pour le bois et 250 francs pour la façon et 1000 francs pour l'histoire. Robinson pense recevoir encore de l'argent plus tard grâce au chantage. Le couple en rouille devrait s'occuper du pétard. Robinson n'en peut plus de faire des travaux difficiles, dont il tirera les bénéfices que tard, et peut-être trop tard. Le plan sera d'envoyer la belle-mère en rouille nourrir les lapins. Au moment où elle touchera le clapier, il y aura une explosion. Alors qu'il soigne une bonne dans un bistrot, Bardamu rencontre Robinson. Ce dernier a réussi à obtenir la promesse des enrouilles de recevoir 10 000 francs contre son aide. Bardamu préfère ne pas dénoncer son ami. Le patron du bistrot est en train de compter sa caisse. 2 hommes arabes restent présents. Ils attendent la bonne. Le patron se plaint des affaires, car les Arabes ne boivent pas d'alcool. Séverine part avec les 2 Arabes. Bardamu part à son tour. Une fillette se rend chez Bardamu. Elle dit qu'il est appelé chez les enrouilles, car un homme s'est blessé. Sur place, Bardamu rencontre la belle-mère, qui sait qu'on a essayé de la tuer. Elle est contredite par sa belle-fille. Le pétard a explosé bien avant le moment prévu, et dans les yeux de Robinson. La grand-mère est finalement heureuse de cette tentative de meurtre. On ne peut pas renvoyer Robinson à cause des racontards que cela va créer. Il reste donc chez les enrouilles. Il est soigné par Bardamu. On empêche la belle-mère de dire la vérité. Bardamu est aveugle, mais il ne le sait pas encore, car il porte un bandage. Il se souvient de la première femme qu'il a connue alors qu'il était coursier. Des usines se sont installées autour du pavillon des enrouilles, ce qui fait que la maison menace de s'effondrer. Un jour qu'il soulève le bandeau, et se trouve à la fenêtre, Robinson remarque qu'il est devenu aveugle. Que va-t-on faire de Robinson ? Faut-il lui donner une pension, ou le placer à l'assistance publique ? La perte de la vue est un choc pour Robinson. Il dit qu'il va mettre fin à ses jours, mais Bardamu ne le croit pas. Bardamu pense que Robinson se fera à sa nouvelle condition. Robinson dit n'avoir retenu que 2 mots en anglais qui sont « gentleman first ». Bardamu aimerait bien avoir des nouvelles des femmes qu'il a connues, et qui ont pourtant dû vieillir.
Robinson comprend qu'il n'aura jamais ses 10 000 francs. Des soupçons pèsent sur la famille Enrouille par les gens du quartier. Bardamu pense aux riches qui paient des pauvres, afin de tuer à leur place. Il est nommé à la consultation d'un petit dispensaire pour les tuberculeux. Il est payé 800 francs par mois. Il n'y accomplit aucun miracle. Ses patients ne veulent que des pensions gouvernementales et non guérir. On pense et on dit toujours du mal de Bardamu, car il cherche à guérir ses clients, et car c'est un médecin pauvre. Un prêtre vient le voir. Le curé gagne l'argent que lui donnent ses fidèles, c'est-à-dire pas grand-chose. Il pense que si Bardamu a mauvaise réputation, c'est car il ne fréquente pas l'église. L'abbé Protiste veut caser la belle-mère et Robinson dans une communauté religieuse. C'est la belle-fille Enrouille qui lui a raconté son histoire. Maintenant, le curé les a rejoints et est dans la nuit avec eux. Il ne sait pas trop comment s'y prendre. Il faut attendre pour obtenir une place chez les sœurs en province, ce qui n'est pas possible. La seconde solution est d'envoyer Robinson et la belle-mère à Toulouse. Bardamu aura 1000 francs s'il parvient à convaincre Robinson de partir dans le Midi. La belle-mère et Robinson tiendront un commerce de visite de cave à momies en dessous d'une église. Le curé et Bardamu se rendent tous les deux chez les Enrouille. Bardamu se rend compte que l'on a mis Robinson en courant, qui rejette en bloc le projet. Bardamu se fait donner 2000 francs en avance pour convaincre Robinson. Robinson a quitté Rancy. Les affaires sont mauvaises pour les médecins. Bardamu tombe malade. Il a pour projet de quitter Rancy en douce. Il ne veut pas s'établir ailleurs, en tant que médecin, car il pense que ça sera partout pareil. Il va voir la tante à Bébert. Elle lui parle de son neveu, elle ne s'est toujours pas remis de son décès. Bardamu s'en va, après qu'elle se soit endormie. Il rencontre deux préposés, qui l'étonnent en parlant de la guerre de 1816. Il rencontre des filles de joie, puis une femme qui fait la quête car sa petite fille est malade de la méningite. Bardamu arrive au cinéma Tarapou. Dans le café d'à côté, il rencontre Parapine qui dit avoir démissionné, et eu des ennuis, avec les mères des lycéennes. Parapine fait une étude sur l'épanouissement des petits crétins par le cinéma. Bardamu lui confie ses dernières nouvelles. Parapine lui fait part d'une offre. Le cinéma est à la recherche d'un pacha pour la figuration de l'intermède. Bardamu se présente au régisseur, et est engagé de suite. Bardamu loge dans un hôtel miteux fréquenté par des étudiants. Il se rend compte que les étudiants ont les mêmes désirs qu'à son époque. Il n'ose pas avoir d'aventure avec les danseuses, car il craint leur maquereau. Lui et 3 pensionnaires de l'hôtel sont à la recherche d'une aventure. Il rencontre un certain Pomone, qui tient office des goûts divers et variés des clients. Il classe les vices, comme les maladies ou les cravates. 4 mois après son entrée, Bardamu quitte le Tarapou, suite à une chanson d'amour, qui lui a rappelé sa misère et la misère du monde. Il fait la connaissance d'une danseuse polonaise nommée Tania. Il apprend qu'elle a un amoureux à Berlin. Tania veut retourner à Berlin, mais les prometteurs d'engagement ne lui fournissent aucun contrat pour retourner là-bas. L'amoureux meurt de la grippe. Tania emmène Bardamu à la gare, afin de se rendre en train à l'enterrement. Cependant c'est trop tard. Tania et Bardamu ne savent pas à qui envoyer des télégrammes, car ils n'ont l'adresse que du décédé. Ils se rendent ensemble dans un café. Bardamu connaît un moment étrange soit dû au rêve, soit à la boisson, soit à la folie. Il revoit des personnes mortes qu'il a connues, et a l'impression qu'elles sont devenues des anges. Bardamu se réveille le lendemain aux côtés de Tania. Il souhaite avoir des nouvelles de Robinson. Pour cela, il doit se rendre à Rancy. Il voit Pomone en train de filer un homme appelé le Cid. Cet homme cherchait une femme, mais toutes celles qui lui ont été présentées ne lui ont pas plu. Bardamu apprendra plus tard que le Cid a mis fin à ses jours. Bardamu les suit et les perd. Il parvient à la Garenne Rancy. Il décide de demander des nouvelles au couple Enrouille. Madame Enrouille lui dit d'entrer et d'ausculter son mari. Il a des problèmes cardiaques. Bardamu s'attend à une autopsie judiciaire. Monsieur Enrouille n'en a pas pour longtemps. La femme veut que Bardamu enlève le dentier à son mari, soi-disant pour qu'il respire mieux. Bardamu le demande au mari, mais il n'arrive à rien. La femme le dispute, car le dentier a de la valeur. Bardamu propose de réessayer, mais cette fois-ci avec elle.
Bardamu ne se rend pas à l'enterrement et aucune enquête n'est menée. L'abbé Protiste rend visite à Bardamu. Ils ont eu 1500 francs chacun pour avoir éloigné Robinson et la belle-mère. Robinson a ses yeux qui vont mieux, et il va prochainement se marier avec la fille de la marchande de cierges. Bardamu a passé la trentaine. L'abbé, Robinson et la belle-mère poussent Bardamu à se rendre à Toulouse. Après être sorti de la gare de Toulouse, Bardamu épie une conversation entre deux femmes dans une pâtisserie. Il se rend ensuite au jardin public. Il prend un fiacre et se rend au caveau. Il rencontre Madelon. Tandis qu'ils sont dans le caveau, Robinson lui fait des avances. Madelon lui dit que Robinson va prochainement retrouver la vue et que la grand-mère est contente de son commerce. Bardamu visite la cave. Après que Bardamu ait raconté ses histoires d'Amérique et de tropique, ils ont une relation. La grand-mère est heureuse de faire ses visites. La seule ombre au tableau est les divers prélèvements dus à son commerce. Robinson se plaint, car il considère qu'il est moins bien payé que sa collègue. Il trouve que sa situation n'a rien d'enviable. Bardamu tente de le réconforter. Il passe un moment au café, où Robinson se plaint encore. Il rentre à la maison. Robinson a de nouvelles habitudes alimentaires liées à Madelon et à la région. Robinson veut toucher à Madelon qu'après le mariage. Il aimerait ouvrir un restaurant avec elle. Bien qu'il soit bien à cet endroit, Bardamu songe tout de même à s'en aller. Robinson, la grand-mère et Madelon retiennent Bardamu pour qu'il reste une semaine de plus. Bardamu se balade à la campagne un dimanche avec Robinson et Madelon. À Saint-Jean, ils font un tour en barque, puis vont au restaurant. Ils marchent le long de la berge et rencontrent une péniche. Le propriétaire du bateau est aimable avec eux après avoir appris que Robinson est aveugle, et il les invite à venir manger à l'intérieur. Les gens invités sont d'une autre caste sociale. Robinson se fait passer pour un ancien ingénieur agronome en Afrique et Bardamu pour l'un des médecins les plus distingués de la région parisienne. On dit que la cécité de Robinson est due à la guerre. Tous les trois finissent par s'éclipser. Robinson dit pouvoir compter les bouteilles d'un œil. Madelon a peur que lorsque Robinson retrouvera la vue, il regardera les autres femmes. Robinson l'assure que non. Madelon juge Bardamu comme un homme brutal qui aime trop les femmes. Robinson acquiesce. Madelon voudrait que Robinson cesse ses relations avec son ami. Tous les trois rentrent à Toulouse. 2 jours plus tard, Bardamu prépare sa valise pour partir. Il apprend que la grand-mère a chuté dans l'escalier et qu'elle s'est blessée à la tête. Bardamu ne va pas la voir et se rend à la gare. Parapine propose à Bardamu une place dans un asile de Vigny-sur-Seine où il travaille. Parapine est chargé du service des aliénés au cinéma et déclenche des orages magnétiques par-dessus la tête des mélancoliques. Bardamu est peu payé, mais il est bien logé, bien nourri et a des moments de débauche avec les infirmières. L'asile n'accueille pas de fous dangereux. Le docteur Bariton, qui est le chef de l'institut, parle de Parapine à Bardamu. Il lui reproche d'être russe, de ne pas s'adapter et d'avoir des convictions exagérées. Pour répondre aux désirs des familles, Bariton se dote en diverses machines, en réalité d'occasion, car Bariton est peintre. Ce docteur parle avec regret des temps passés, où le psychiatre n'avait pas besoin d'être aussi fou que ses patients, ou sinon plus. Il prédit que tout va s'écrouler dans l'avenir. Bardamu aime son métier, mais il a l'impression des fois d'être à la lisière de la folie à force de fréquenter des fous. Il tente de cacher son état à son patron qui est bien heureux du travail de Bardamu, car c'est un employé peu cher, avec plein de bonne volonté et méprisable. Bardamu et Bariton ont fréquemment des dialogues ensemble, mais peu à peu le docteur Bariton monopolise la parole. Bariton demande à Bardamu de donner des cours d'anglais à sa fille aimée. Le père assiste aux cours, si bien que sa fille n'apprend rien, et que c'est réellement Bariton qui profite des leçons. Bardamu sent un changement en Bariton, et il ne sait d'où cela peut provenir. Bariton veut partir en Angleterre, et quitter l'asile. Bardamu tente de le raisonner en pensant que ce n'est qu'une phase, mais Bariton garde sa résolution. Bardamu est nommé directeur du centre durant le temps de l'absence de Bariton. Aimé est envoyé chez une de ses tantes. Les collègues amènent Bariton jusqu'à la gare où ils se séparent.
Quelques jours après le départ de Bariton, Bardamu reçoit la visite de l'abbé. Bardamu le met au courant de sa nouvelle situation. La grand-mère est morte, bousculée par Robinson dans l'escalier. Robinson est considéré comme non responsable, car il est aveugle. Robinson veut aussi quitter Madelon et le caveau. Bardamu décide de ne pas s'en mêler. L'asile reçoit des cartes d'Angleterre et de Norvège. À l'estaminet des mariniers, Bardamu rencontre Robinson, ce qui fait aucunement plaisir à Bardamu. Paraffine vient en même temps, et les présentations se font. Robinson a presque retrouvé sa vue d'autrefois. Bardamu décide de le nourrir, et de le loger. Robinson demande à Bardamu un travail à l'Institut. Il faut qu'il passe pour un malade du cerveau, car il cherche à fuir Madelon. Lorsque Robinson a retrouvé la vue, il n'a plus supporté la grand-mère et Madelon. Cette dernière a sa part de responsabilité dans l'accident. Bardamu tente de faire comprendre à Robinson le point de vue de Madelon, et de sa mère suite à sa fuite. Robinson dit que Bardamu ne comprend pas sa nature, et qu'il n'a pas vécu son passé. Madelon est folle amoureuse de lui. Lorsque Robinson a parlé d'un besoin de faire un voyage seul, Madelon a voulu l'accompagner. Robinson a fait croire qu'il avait parfois des cris de folie. Pour que ce soit plus véridique, il a fait toucher sa bosse derrière la tête à Madelon. Il a dit qu'il a été trépané. Cette nouvelle a fait tomber Madelon encore plus amoureuse de lui, et l'a poussé à protéger Robinson de sa mère, qui s'en prenait à lui. Profitant d'une absence de Madelon, et de sa mère, Robinson a pu filer en douce. L'asile attend le retour de Bariton, mais il ne revient pas, et on n'a plus de nouvelles de lui. Au fil des mois, Robinson a une meilleure mine. Bardamu s'aperçoit plusieurs fois que Madelon est devant l'asile. Il retourne à Rancy. Devant le pavillon de Madame Enrouille, il renonce à entrer. Il passe à côté du logement de la tante de Bébert, mais il ne va pas la voir. Il voit la boutique de Bézin, le brocanteur et il repense à cet homme. Bardamu revient à Vigny. Quelquefois, Gustave est invité à l'Institut. Il s'agit d'un agent du trafic, avec qui les employés jouent des parties de cartes. Bardamu reçoit des lettres anonymes dans lesquelles il est dit qu'il serait en ménage avec Robinson. Bardamu et Robinson pensent que c'est Madelon qui les a écrites. Après avoir perdu une partie de cartes, Gustave annonce qu'une femme brune fait les 100 pas devant l'Institut depuis plusieurs jours. Bardamu propose à Robinson de partir à l'étranger, pour que Madelon ne s'occupe plus de lui. Robinson ne veut pas, car il se dit fatigué de tous ses voyages. Robinson est placé chez un industriel. À cause d'un mouchard de l'usine, Robinson revient à l'asile. Il tombe malade. Madelon parvient à avoir un entretien avec Bardamu. Il dit que Robinson est malade de la tête et des poumons, et qu'il ne veut pas lui parler. Bardamu colle 2 gifles à Madelon, assouvissant ainsi un vieux désir. Madelon s'en va. Cependant, Bardamu apprend que Madelon et Robinson se revoient. Robinson travaille maintenant à l'asile. Bardamu recherche une infirmière pour les massages. Il engage Sophie qui est un souffle d'air dans l'Institut. Elle devient rapidement l'amante de Bardamu, bien qu'elle le trompe. Quand Bardamu lui parle de l'histoire avec Madelon, Sophie trouve qu'ils devraient se réconcilier tous les trois. Bardamu va suivre ce conseil. Il en parle à Robinson qui est d'accord. Bardamu, Sophie, Robinson et Madelon se rendent tous les 4 à une fête foraine. Bardamu se force à s'amuser, mais il remarque que Madelon est froide et distante. Il se rend compte qu'ils ont eu tort de se revoir. Après une courte absence, il comprend que Madelon et Robinson viennent de se disputer. Pour détendre l'atmosphère, il fait jouer Madelon à la pêche au goulot de bouteille. Elle gagne une bouteille que Robinson boit. Robinson est lui aussi maussade. Bardamu essaie de stimuler son ami et Madelon, mais en vain. Bardamu retrouve le stand de tir des nations. Ils sont photographiés tous les 4. Il se met à pleuvoir. Arrivés au bout des stands, ils font demi-tour. Madelon trouve un asticot dans ses marrons. Bardamu décide que c'est le moment de partir. Bardamu veut ramener Madelon à Vigny. La jalousie de Madelon éclate. Elle est toujours amoureuse de Léon, qui ne lui donne pas ce qu'elle désire. Ils sont dans un taxi où la mauvaise ambiance continue. Madelon devient méchante avec tout le monde. Puisque Léon ne dit pas vouloir venir avec elle, et laisser tomber Bardamu et Sophie, elle menace de le dénoncer au commissariat pour le meurtre de la grand-mère, ce qui le conduira en prison. Robinson dit qu'il ne veut plus qu'on l'aime, et que ça le dégoûte, ce qui énerve encore plus Madelon. Robinson, qui était resté calme, jusque-là se met en colère. Il refuse de partir avec Madelon. Elle tire sur Robinson. Le chauffeur s'arrête. Madelon s'enfuit, et Robinson est ramené à l'asile.
On l'ausculte, Robinson a 2 balles dans le ventre, ce qui a provoqué une péritonite. Robinson agonise devant Bardamu, qui ne sait pas quoi dire et quoi faire. Robinson trouve que c'est mieux qu'il finisse comme ça. Il décède. Parapine fait venir Gaston, qui veut emmener le corps au poste. Le corps est transporté en civière par Parapine et Gaston. Bardamu ne suit pas le corps jusqu'au poste. Il prend la tangente, et pense qu'il n'a plus l'âge de recommencer à vivre avec un drame. Il se compare à Robinson, et trouve son ami a réussi à construire une idée solide et commode pour mourir. Même s'il a fait des progrès, Bardamu se juge en retard, par rapport à son ami. Gustave le retrouve. Il faut que Bardamu se rende chez le commissaire, pour faire une déposition. Au poste, Sophie vient le rejoindre. Bardamu, Sophie, Gustave et Parapine vont au bistrot. Le patron veut qu'on lui raconte le drame et Gustave raconte l'histoire. En donnant un coup dans le poêle, Gustave le renverse et fait la danse du feu en marchant sur les tisons. Avec Barbamu, nous avons un personnage qui sort de l'ordinaire. Il n'a pas l'appât du gain, et il voit très bien où les autres veulent en venir, que ce soit au niveau de la population qu'il côtoie, ou à un niveau supérieur. Il y a les gens d'en haut, et les gens d'en bas. Bardamu sait que c'est le haut qui dirige, mais il ne voit jamais cette partie de la population. En bas, nous avons les pauvres. Certains trichent et réussissent. Pourrait-on leur en vouloir? Les pauvres sont exploités, mais ils exploitent d'autres personnes. Si le pauvre n'exploite personne, il finit comme Bardamu à devoir vendre ses affaires pour pouvoir survivre. Des personnes sont prêtes à faire le mal du moment, où ce n'est pas découvert. Il n'y a qu'à voir tout le mal que les enrouilles se donnent, pour que la vérité n'éclate pas. Les voisins de Bardamu aux pratiques étranges, qui paraissent normaux une fois dehors, et les avortements qui doivent rester sous silence. Bardamu provient d'une classe sociale pauvre. Son passé avant la Première Guerre mondiale nous est raconté dans Mort à crédit, roman qui explique le mot ça du début du roman. Même s'il devient médecin, ses erreurs de langage le trahissent. Médecin pauvre, il doit s'occuper des cas dont les autres médecins ne veulent pas s'occuper, tels que la maladie de Bébert, l'avortement raté ou l'internement d'une vieille femme. Bien qu'il soit pauvre, Bardamu n'est pas assimilé aux classes populaires. Ferdinand est seul. Il n'a pas de femme, pas d'enfant et reçoit de rares visites de la part de sa mère, qui ne lui font même pas plaisir. On ne parle jamais de son père. La solitude de Bardamu est due au fait qu'il est rejeté par les autres, au fait qu'il ne s'intègre pas, au fait que des personnes s'éloignent de lui, et au fait qu'il s'éloigne de certaines personnes. Bardamu reste toujours dans les villes, que ce soit Paris, la région parisienne, New York ou Détroit. Pourtant son mal-être provient des villes, où sont agglomérées une grande quantité de personnes. Ce sont les autres qui lui font du mal, mais étrangement, il ne peut s'en passer. Il est comme les indigènes qui demandent au lieutenant Grappa d'être jugé et d'être puni. Ferdinand est très dépendant des autres, et ne supporte pas la solitude. Ferdinand souffre de l'indifférence, comme c'est le cas à New York, ou lorsqu'il annonce la mort de son colonel. Il souffre aussi, lorsque l'on fait trop attention à lui, car alors les gens deviennent teigneux avec lui. Par exemple, les voyageurs sur le bateau, l'amiral Bragton lui en veulent au point, peut être d'en vouloir à sa peau, et il circule de nombreux racontars sur son compte à Rancy. Bardamu est quelqu'un qui a sans cesse besoin de bouger. C'est ce qu'il explique à Molly, mais il ne donne pas de raison à ce besoin de se trouver ailleurs. On pourrait croire que Bardamu est à la recherche d'un endroit dans lequel il se sent bien. Or, il fuit Molly qu'il aime pourtant, et il veut fuir Toulouse au chapitre 37, alors qu'il dit bien s'y sentir. Soit Bardamu est à la recherche de quelque chose qu'il ne trouve pas, soit il s'enfuit de quelque chose. Au début du roman, nous avons une contradiction, puisque juste après avoir dit du mal de la guerre, Bardamu s'engage volontairement dans un bataillon. Ce changement radical peut provenir du besoin de Bardamu de bouger et de connaître autre chose. S'il part à l'armée, on peut croire que c'est car il ne supporte plus sa vie d'étudiant parisien. À la fin du roman, nous pouvons deviner que Bardamu ne gardera pas longtemps son poste de directeur de l'asile. Même si par ailleurs, il finit toujours par revenir à Paris. Les voyages de Bardamu sont très frustrants, car c'est sans cesse et partout la même chose. Il connaît déjà la France, puisque c'est le pays où il a grandi. Le pays africain, qui serait le Cameroun, est un territoire que l'on transforme en Europe. Cela signifie que dans peu de temps, les mêmes problèmes qu'en Europe vont se trouver à cet endroit. Les États-Unis sont en avance sur la déshumanisation qui devrait venir en Europe, avec quelques années de retard. L'Amérique était un rêve pour Bardamu. Il souhaite que Lola lui en parle lorsqu'elle est à Paris. Au moment de partir de la France, Bardamu aurait voulu partir en Amérique, mais le billet était trop cher. En y allant, Bardamu se rend compte que son rêve a disparu et n'a jamais existé. Il n'aurait pas dû se rendre dans ce pays, car il aurait pu garder, comme qui dirait, une étoile dans sa nuit.
Toute l'explication du roman tient dans l'extrait d'une chanson des gardes suisses placée au début du roman, et qui est notre vie est un voyage dans l'hiver, et dans la nuit, nous cherchons notre passage dans le ciel où rien ne luit. Cette phrase définit la vie comme un voyage. Dans le roman, nous suivons la vie de Bardamu de ses 20 ans, lorsqu'il était étudiant, jusqu'à son accès au métier de directeur d'asile. La vie de Bardamu passe en différents voyages, que ce soit entre les continents, ou bien entre des villes. La recherche du passage s'apparente à la quête que fait Bardamu, qui n'est pas nommé, mais que Bardamu ne cesse de poursuivre. Dans le ciel où rien de lui, fait référence soit au fait qu'il est difficile de trouver son chemin, car le chemin est empreint d'obscurité, soit au fait qu'il n'y a aucun espoir à avoir. Si la personne cherche un passage, pour accéder à la lumière, alors elle ne trouvera pas, car rien ne lui. Le manque d'espoir se situe à tous les étages. C'est le cas, avec toutes les professions qu'elles soient en bas, ou au haut de l'échelle. Certains métiers que l'on pourrait croire valorisants tels que médecins, chercheurs ou psychiatres ne le sont pas du tout. Les personnes privilégiées se plaignent le plus auprès de Bardamu, alors que lui-même est plus à plaindre. Par exemple, le bijoutier se plaint du service de nuit, le général se plaint de la vessie et le patron de bistrot trouve que son affaire va mal. Il y a une grande différence entre les patrons de magasins et les consommateurs. Bardamu est consommateur, s'il veut consommer, il est obligé de payer le prix fixé par les patrons. On retrouve cette idée avec les prix gonflés des cocktails aux colonies. Bardamu rencontre plusieurs fois des personnes qui se font passer pour des héros alors qu'il n'en est rien. Les efforts de guerre de certains sont effrayants. Nous avons Lola qui goûte les gâteaux, les traitements plus que traumatisants des médecins, Musine qui reçoit un brevet d'héroïsme pour des parties de jambes en l'air et le soldat Brandor qui s'attribue le mérite des histoires de Bardamu qui sont pourtant fausses. Nous avons pourtant de rares instants durant lesquels les personnages sont sincères. C'est le cas de Bébert, car il est un enfant. Ce sont les cas de Tania, lorsqu'elle apprend la mort de son amoureux, de l'attente de Bébert après le décès de son neveu et de la souffrance de Lola, lorsqu'elle parle de sa mère qui est atteinte d'un cancer. Les femmes ont une place à part des hommes. Beaucoup monnaient leur charme comme Lola, Musine, ou Madame Hérotte. Le fait de ne pas pouvoir faire d'enfants est vu comme un plus. C'est un moyen de se faire de l'argent facilement. C'est également le bonheur de ne pas tomber enceinte, donc de ne pas avoir à avorter, et d'en subir les conséquences telles, la jeune femme auscultée par Bardamu, et qui se vide de son sang. Cependant bien plus loin, nous voyons que Lola veut adopter un enfant. L'argent n'est donc pas une finalité en soi, mais on s'en aperçoit que tardivement. Les femmes que rencontre Bardamu sont maîtresses de leur vie. On se demande bien pourquoi les femmes restent avec lui, puisqu'elles ont des clients qui les paient, alors que Bardamu qui est pauvre ne peut pas les payer. Aucune femme n'a besoin d'aide financière de Bardamu. C'est même Bardamu qui obtient de l'argent de Lola, c'est Madame Enrouille qui donne de l'argent à Bardamu pour convaincre Robinson d'aller à Toulouse. Jean et Bardamu se sont présentés à la maison de la femme qui a perdu son fils dans le but de lui soutirer de l'argent. Les femmes parviennent à une aisance matérielle et dirigent leur vie, comme elles le veulent que ce soit par le biais de la vente de leur charme ou de la manipulation. Contrairement à elle, Ferdinand ne peut pratiquer le racolage, déjà car il est un homme, et ensuite car il n'aime que les femmes. Bardamu choisit sans cesse le même genre de femmes, ce sont des tapineuses ou des femmes aux mœurs légères. Il se plaint ensuite des hommes, qui lui ont soufflé une de ses conquêtes. Ferdinand est au final comme une marionnette avec les femmes, elles font de lui tout ce qu'elles veulent. Lola parvient à lui faire manger les beignets, et à lui faire des promenades à la campagne qu'il déteste. Molly parvient à lui faire quitter son travail à l'usine. Tous ces conquêtes parviennent à avoir d'autres hommes dans leur vie, ce dont Bardamu a conscience. La seule chose qu'elles ne parviendront pas à faire, est de renvoyer Bardamu à la guerre. Lorsque Bardamu quitte quelqu'un, il est rare qu'il le retrouve, et encore plus rare qu'il le retrouve plusieurs fois. Ce n'est le cas que de Parapine et de Robinson. Les deux hommes sont par ailleurs des doubles de Bardamu. Cela se voit de suite, lorsqu'à Noirceur sur la Lys, Bardamu partage les mêmes idées que Robinson. Parapine est un double de Bardamu, car tout comme lui, il est un scientifique qui a perdu la foi en son métier, et ne supporte plus sa situation à l'Institut. Tout comme Parapine, Bardamu travaillera dans un asile où tous les deux seront aussi inefficaces l'un que l'autre. Par ailleurs, après la reprise de ses études de médecine, Bardamu change d'avis sur Robinson. Alors qu'auparavant, il le cherchait et l'admirait, à Paris il en est soudainement dégoûté. C'est comme si son statut de médecin, et ou son retour en France, avait transformé Bardamu en ces gens qu'il déteste pourtant. Robinson se plaint que Bardamu ne le comprenne pas. Bardamu devient lui-même cruel en voulant éviter son ami, en ne l'aidant pas à trouver un métier en dehors des acides, en se moquant de lui, lorsqu'il veut travailler, en tant que chauffeur, en ne prenant que très peu en considération ses problèmes de santé, ou ne prenant pas en compte que Madame Henry l'escroque avec le commerce des momies. Bardamu se remet à considérer Robinson qu'après sa mort. Toujours après son retour à Paris, il dispute un jeune enfant, qui pleure et gifle Madelon.
Il faut croire que c'est à partir de ce moment-là que l'entourage a commencé à déteindre sur le comportement de Bardamu, ou alors que c'est lui qui a commencé à agir comme son entourage. Ferdinand n'est pas exempt de défauts. Il n'a aucun sens pratique, et n'arriverait à rien s'il ne comptait que sur lui-même. Par exemple, il s'installe dans un endroit où il y a beaucoup de médecins. Bardamu n'a de bon métier que par piston. C'est Parapine qui lui dit qu'il y a une place de pacha au cinéma. C'est grâce à Parapine que Bardamu obtient un métier à l'asile, alors qu'ironiquement il était patient d'un asile quelques années auparavant. Si Bardamu obtient son métier de dirigeant d'asile, c'est car l'ancien directeur l'y a placé, ce n'est nullement grâce à son travail. Contrairement à lui, Robinson n'a pas ses relations, et donc pas de piston, c'est pour cela qu'il ne fait que des métiers éreintants, et mettant sa santé en danger. De plus, Bardamu est inefficace, car il passe son temps à réfléchir. La différence entre Bardamu et les autres soldats est que Bardamu possède ce qui s'appelle une imagination. Grâce à celle-ci, Bardamu peut penser à sa mort. Les autres soldats peuvent se mettre dans des situations périlleuses, telles que le colonel, car sans imagination, ils ne parviennent pas à imaginer leur mort, ce qui les pousse à commettre des actes inconsidérés. Il est tout de même extraordinaire que Bardamu s'en tire toujours. 2 femmes lui reprochent d'être rêveur. La première est Lola, qui aimerait plutôt adopter une fille de Bardamu plutôt qu'un garçon, car elle craint que l'enfant soit un rêveur comme son père. La deuxième femme est Molly, qui le met en garde quant à son retour en France, car seul, Bardamu devra travailler, et non plus rêvasser comme il le fait aux États-Unis. Tout le long du roman, Bardamu pense beaucoup, mais agit peu. À la guerre, nous ne le voyons jamais au combat, dans la brousse, il ne tient jamais son commerce, il travaille mal à l'usine Ford, et il a peu de clients après être devenu médecin. Par contre, il passe le plus clair de son temps à observer, à analyser et à faire des réflexions qui parfois se prolongent sur plusieurs pages. Bardamu fait souvent des raccourcis d'idées. Par exemple, il dit que l'on fusille des troupiers pour leur remonter le moral. Cependant, il manque un élément. On fusille les troupiers qui ont déserté, afin de ne pas donner aux troupiers restants l'idée de s'enfuir. Face au modernisme, nous pouvons comprendre que Bardamu ne se sent pas à l'aise. Chez Ford, Bardamu n'a pas besoin de penser alors que c'est son activité principale. Les machines de Ford sont déshumanisantes, mais elles ne sont pas les seules. Les engins semblent posséder le pouvoir. Les 2 premiers bateaux avancent lentement, comme pour prolonger le calvaire de Bardamu. Le voyage en taxi avec Madelon semble interminable. Le restaurant Self fonctionne comme une mécanique. La guerre utilise aussi de nombreux engins tels que les obus, les fusils ou les gaz. La seule avancée adoptée par Bardamu est le cinéma. Cependant, il est malheureux que les machines n'aient pas encore entièrement remplacé les humains. Ainsi, l'homme n'aurait plus besoin de participer à des guerres, les soldats n'auraient pas eu besoin de se priver de sommeil pour porter les provisions, le trajet France-Bambola-Fort-Gono aurait duré moins longtemps, ce qui aurait abrégé les soucis de Bardamu. Au final, Ferdinand n'arrive qu'à la conclusion qu'il avait dite dès le début de sa discussion avec Arthur Ganache. Il savait déjà tout sur la guerre, sur la suprématie des riches, sur la stagnation des gens, et sur l'amour. Tout le voyage n'a servi à rien, car il a appris ce qu'il avait déjà en sa connaissance. La fin du roman est désastreuse, car Bardamu estime n'être pas arrivé au niveau de Robinson. Durant toutes ces années, Bardamu ne s'est pas formé, et n'a fait que du surplace. Le fait que rien ne change était un message présent dès le chapitre 1. Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais jamais rien dit. Rien. C'est Arthur Ganache qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant, un carabin lui aussi, un camarade. On se rencontre donc place Clichy. C'était après le déjeuner. Il veut me parler. Je l'écoute. Restons pas dehors. Qui me dit? Rentrons. Je rentre avec lui. Voilà. Cette terrasse, qu'il commence, c'est pour les œufs à la coque. Viens par ici. Alors, on remarque encore qu'il n'y avait personne dans les rues, à cause de la chaleur. Pas de voiture, rien. Quand il fait très froid, non plus, il n'y a personne dans les rues. C'est lui, même que je m'en souviens, qui m'avait dit à ce propos. Les gens de Paris ont l'air toujours d'être occupés, mais en fait, ils se promènent du matin au soir. La preuve, c'est que, lorsqu'il ne fait pas bon à se promener, trop froid, ou trop chaud, on ne les voit plus. Ils sont tous dedans à prendre des cafés crème et des bocs. C'est ainsi, siècle de vitesse, qu'ils disent. Où ça? Grand changement. Qui raconte? Comment ça? Rien n'est changé en vérité. Il continue à s'admirer, et c'est tout. Et ça n'est pas nouveau non plus. Des mots, et encore pas beaucoup, même parmi les mots, qui sont changés. 2 ou 3 par-ci, par-là, des petits, bien fiers alors d'avoir fait sonner ces vérités utiles, on est demeuré là assis, ravis, à regarder les dames du café.